Bonjour à tous. Bien, la séance d'aujourd'hui, troisième sur les vampires, sera un peu plus complexe. Non pas un peu plus complexe par son contenu spécifiquement, mais un peu plus complexe dans la mesure où nous allons parler un peu d'histoire littéraire, nous allons parler un peu de l'évolution de notre littérature et comment, à un moment, elle a développé cette figure qui est celle du vampire. Alors nous avons vu dans une première vidéo que le vampire c'était un phénomène oriental. C'était un phénomène du centre de l'Europe de l'Est. Et cette Europe de l'Est, elle crée une figure, une sorte de croque-mitaine qui explique un certain nombre de transformations très profondes que la civilisation d'Europe centrale et de l'Est connaît au XVI, XVIIe, XVIIIe siècle. Nous avons vu dans une deuxième vidéo que ce vampire, qui était un phénomène tout à fait inconnu en France, lorsqu'il arrive au XVIIIe siècle, il est assez incompris. Il est assez mystérieux. Les lecteurs, ne sachant pas exactement ce que c'est, ceux qui vont l'introduire dans les œuvres françaises vont le faire dans la littérature, c'est Boyer d'Argent, dans la théologie, c'est Don Calmet, ou dans la philosophie, c'est Voltaire, mais ils vont le faire en essayant de trouver des comparaisons avec ce que les lecteurs peuvent connaître et en développant chacun un axe particulier. Les trois auteurs savent pertinemment, contrairement à ce que l'on croyait en Europe centrale, que les vampires n'existent pas. Boyer d'Argent, dans une œuvre littéraire, les lettres juives, va montrer que le phénomène peut s'expliquer scientifiquement. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, va montrer que le phénomène, qui n'existe pas en tant que réalité, mais qui existe en tant que figure de l'imaginaire, peut s'expliquer en se référant à la superstition qui est universelle selon lui. Et puis, Don Augustin Calmet va, dans un ouvrage à connotation plutôt théologique, va essayer d'expliquer que les vampires n'existent pas, et qu'en cela il s'oppose à d'autres morts vivants qui eux existent ou ont existé, c'est ceux qui ont été ressuscités par la volonté divine. Nous avons donc un phénomène qui est présenté au lecteur français sous différents angles, un phénomène que les dictionnaires vont très rapidement associer pour qu'il soit plus facilement compréhensible à des figures de la mythologie, les striges, les lamis, qui ne sont absolument pas des vampires, mais bon, il y a une sorte de thématique, celle des cimetières pour les striges et celle de la nuit, créatures qui hantent la nuit, pour les lamis. Ce qui ne nous explique pas comment le vampire est devenu la figure littéraire que nous connaissons. Ce qui ne nous explique pas non plus comment ce vampire a pris les caractères que nous lui connaissons aujourd'hui. Parce que si je vous dis qu'est-ce qu'un vampire, vous allez me dire, eh bien c'est un conte. Conte Dracula par exemple. Or c'était plutôt, comme je l'ai dit précédemment, un paysan. Il se manifestait dans un village et il attaquait en rêve ou la nuit plutôt ses proches. Alors comment passe-t-on de l'un à l'autre ? Eh bien c'est tout l'enjeu du cours d'aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que c'est un courant littéraire très particulier qui va faire du vampire un phénomène littéraire. C'est le courant romantique. Alors là, pour comprendre cela, nous avons besoin de faire un détour sur ce qu'est le romantisme. Le romantisme ne peut se comprendre que si on repart
sur ce qu'a été la littérature française pendant 2 ou 3 siècles, des années 1550 jusqu'aux premières décennies du XIXe siècle. Il faut penser que la France est un pays qui connaît un processus de centralisation extrêmement fort, que c'est un pays qui connaît de la part du pouvoir royal une volonté d'organisation, de construction autour d'un pouvoir de plus en plus localisé, autour non seulement de la puissance royale, mais aussi de la culture royale. Il faut se souvenir que la dynastie des Capétiens, nous sommes là à la fin du premier millénaire, est une dynastie qui arrive au pouvoir par élection. Hugues Capet est élu roi. Son domaine propre, ses terres, ses possessions, elles sont dans la région parisienne. Mais nous avons une France qui est éclatée en duché, comté, baronnie, avec des seigneurs extrêmement puissants, avec des seigneurs qui ont une langue particulière, qui ont une culture particulière, de très grands foyers culturels, comme par exemple autour de l'Aquitaine. Un des axes, l'axe peut-être même central même, de la monarchie a été de conserver son pouvoir et de l'agrandir. Comment agrandir son pouvoir? Eh bien, il y a un moyen simple, c'est par la guerre. Mais pour faire la guerre, il faut de l'argent. Donc les rois guerriers, il y en a eu Louis XI par exemple, mais ils ne sont pas les plus marquants quant à leur réussite. Il y a le mariage. Ça, c'est une autre solution, effectivement. Les rois de France, à certains moments, ont épousé les héritières de très grands domaines. La duchesse de Bretagne, faisant tomber la Bretagne dans le domaine royal. La duchesse d'Aquitaine, faisant tomber l'Aquitaine pour un temps dans le domaine royal. Bon, ça c'est une solution. Mais il y en a une autre, c'est de tenter de rayonner culturellement. Et c'est véritablement à partir de la Renaissance que les rois ont compris que la langue et la culture, au sens très large, étaient un moyen pour eux de rayonner sur l'ensemble des provinces françaises. On a de cela gardé dans l'imaginaire quelques dates et quelques faits. On sait que François Ier, nous sommes dans les années 1530, François Ier, dans un de ses châteaux à Villers-Cotterêts, signe un décret, un édit, qui portera donc le nom de édit de Villers-Cotterêts, dans lequel il demande à ce que, dans les parlements régionaux, mais aussi dans les actes de justice, pour que tous les citoyens, où qu'ils soient, puissent avoir accès à un jugement rendu dans une langue bien définie, que tous les jugements des tribunaux ou des parlements soient écrits en français. C'est-à-dire sa langue à lui François Ier, la langue qui se parlait dans la région parisienne. Tollé, protestation, manifestation, dirait-on aujourd'hui. Les parlementaires, par exemple, du sud de la France, envoient une délégation à Paris pour dire au roi qu'ils n'appliqueront pas du tout son édit. Et François Ier est bien embêté parce que si les provinces refusent ces édits, au lieu de renforcer par la langue son pouvoir, eh bien la langue va être objet de sédition, objet de limitation au contraire de son pouvoir.
il ne sait pas trop comment faire, et face à ces parlementaires qui ne veulent pas parler français, il va ruser. C'est un des courtisans qui s'appelle Pierre de la Ramée, qu'on appelle aussi Ramus, qui nous raconte cela. François Ier accepte de les recevoir à une seule condition, c'est qu'ils expriment en français leur refus de parler français. Alors voilà nos parlementaires qui vont rester quelques mois à Paris, dans les auberges, pour apprendre le français, pour finalement être reçus devant le roi et dire en français: Sire, nous ne voulons pas parler français. Ridicule. Ridicule, mais le roi est relativement limité dans ses possibilités d'action. On a gardé de cela, de cette volonté royale d'imposer une culture commune, eh bien on a gardé la très vaste entreprise de Louis XIII et de Louis XIV, la vaste entreprise de régulation des arts et des lettres. C'est une chose que les parlements parlent français, mais c'en est une autre que d'avoir un art français. Et pour que vous le compreniez facilement, rappelez-vous que dans le domaine, par exemple, de l'ameublement, on a des styles. On a un style Renaissance, on a un style Régence, on a un style... Bon, ça veut dire qu'à certains moments, certaines époques ont défini des façons de faire qu'immédiatement on associe à l'époque en question. Ce que veulent faire les rois de France, c'est cela. C'est faire rayonner la France au-delà des frontières, qui sont les frontières d'ailleurs qu'ils repoussent par des actes guerriers, qu'ils fortifient grâce en particulier à un architecte particulièrement brillant qui était Vauban. Donc nos rois, ils vont agrandir le territoire royal. Louis XIV va par exemple conquérir l'Alsace, la Franche-Comté. Son prédécesseur Louis XIII avait pris La Rochelle. Bon, il y a extension, il y a guerre dans les Pyrénées, dans les Alpes. Bon, guerre, grand roi de guerre que Louis XIV. Mais aussi rayonner en essayant de montrer à l'Europe entière que la France possède des spécificités artistiques dans chaque domaine. Ainsi, Louis XIV créera, par exemple, c'est une des premiers actes politiques lorsqu'il prend le pouvoir, nous sommes là en 1661, il crée une académie de danse. Qu'est-ce que la danse française? La danse, on sait ce que c'est, mais la danse de la culture française. Il créera par la suite une académie d'opéra, c'est la dernière qu'il créera, une académie de peinture, une académie des inscriptions et des belles lettres. Que doit-on écrire sur les monuments? Qui renvoie évidemment à la grandeur de la France. Et il va utiliser à plein l'académie qu'avait créée son père en 1635. Richelieu, alors Premier ministre de Louis XIII, avait créé l'Académie française. Et cette Académie française, son rôle est très, très important. Non pas parce que, comme aujourd'hui, elle publie un dictionnaire, mais parce qu'elle est le lieu où va s'exprimer les règles qui définiront ce qu'est l'art littéraire français. Ainsi, Chapelain, qui est le premier secrétaire de l'Académie, publie par exemple un compendium du théâtre français, et dans ce compendium, il va définir tout ce que sont les règles pour écrire une pièce de théâtre qui peut revendiquer le titre d'esthétique française ou de sommet de l'art français. Alors par exemple, il va considérer que les pièces doivent être divisées en 5 temps, qu'on appelle 5 actes,
Un acte, qu'est-ce que c'est? C'est une période au cours de laquelle il y a des personnages sur scène, et 5 fois dans la pièce, tout le monde sort de scène, la scène se vide, et d'autres personnages vont rentrer sur scène. Donc 5 actes, 5 fois, on purge la scène de tous les personnages. Et ces 5 actes seront divisés en scènes, et les scènes seront au nombre de 5, 6 ou 7. Qu'est-ce que c'est qu'une scène? Eh bien, c'est le fait que un personnage entre ou sort de scène. Chaque fois qu'un personnage entre ou sort, on change de scène. Bon. Il définira d'autres règles tout à fait curieuses. Par exemple, une comédie mettra en scène des hommes du peuple, alors qu'une tragédie mettra en scène des aristocrates. Corneille, le grand Corneille, auteur de théâtre, essaiera de faire une pièce qui ne respecte pas cette règle-là, qui s'appelle Don Sanche d'Aragon. C'est une comédie qui se passe à la cour d'Espagne avec la reine d'Espagne comme personnage. Eh bien, personne ne voudra la jouer, parce qu'on sait qu'on sera condamné, si on joue cette pièce, par l'Académie française qui jugera que ce n'est pas une bonne pièce, à cause de cette idée que chaque statut renvoie à un type de pièce différent. Les nobles, la tragédie, les personnages du peuple dans la comédie. Voilà pourquoi Molière, par exemple, a fait un bourgeois gentilhomme, une comédie dans laquelle il y a un bourgeois qui se prend pour un gentilhomme, mais ce n'est pas un vrai gentilhomme. Sinon, ce serait une tragédie. Autre règle tout à fait étrange, la règle dite des 3 unités. Dans une pièce, les personnages, du début à la fin, ne vivront que 24 heures. On verra les 24 dernières heures de leur vie. Tout se passera en un seul lieu. Pas de changement de décor. Voilà pourquoi on invente une sorte de place centrale dans un palais où tout le monde va se rencontrer. Et puis enfin, on ne parle que d'un seul sujet, unité d'action. Mais d'autres règles sont encore plus étranges, comme la règle par exemple de bienséance. Ces règles de bienséance, elles sont au nombre de 3. La bienséance, c'est le bon comportement. On doit se bien comporter quand on est personnage d'une pièce de théâtre. Alors, que doit-on faire? Eh bien, tout d'abord, on a une bienséance d'action. Tout un ensemble d'actions que l'on n'a pas le droit de faire. Et tout ce qui relève de la violence. On ne se bat pas sur scène. Corneille, lui encore, dans le Cid, montrera Rodrigue qui va se battre. Son père, qui vient d'être défait en duel dans les coulisses, on ne l'a pas vu, va s'approcher de son fils et lui dire « Rodrigue, as-tu du cœur, du courage ?» Tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. Si tu n'étais pas mon père, eh bien, tu passerais un sale quart d'heure. Il met la main sur son épée, sur la garde de son épée. Scandale. L'Académie est convoquée pour savoir si on a le droit de faire ça sur une scène française. Elle répond non. Non. Bon. Comportement. Ces règles-là, il faut bien voir que ce sont des règles qui tentent de définir le théâtre français. Mais que le reste du monde fait bien ce qu'il veut. À la même époque, vers 1600, Shakespeare, Grande-Bretagne, alors là, c'est le contraire absolu des règles françaises. Othello se poignarde sur scène après avoir étranglé sur scène sa femme. Bon. Bienséance d'action, de comportement, bienséance de statut social. En fonction de qui vous êtes, il y a des sujets que vous abordez ou des actions que vous avez le droit de faire ou pas. Ainsi, par exemple, une femme ne parlera jamais d'argent. Bah. Un roi ne parlera jamais non plus d'argent. Il en a autant qu'il veut. Vous êtes un personnage, vous avez un statut, il y a des choses qui sont dignes de vous, des choses qui ne sont pas dignes de vous. Et puis enfin, le vocabulaire. Bienséance de vocabulaire. Il y a des choses que vous avez le droit de dire et d'autres que vous n'avez pas le droit de dire. Ainsi, il y a un mot, par exemple, qui est tout à fait banni, c'est le mot mouchoir. Qu'est-ce que c'est qu'un mouchoir?
C'est un objet dans lequel on souffle pour se vider le nez en période d'épidémie, quand on est malade. C'est un objet extrêmement vulgaire. Et donc on n'a pas le droit d'employer ce mot-là sur scène. Ainsi, quand Ducis, un auteur traducteur, essaiera de faire connaître Shakespeare en France, Othello justement, il y a un mouchoir très important de Othello, parce que Othello a offert à Desdémone, son épouse, un mouchoir brodé. Elle se le fait voler, et ce mouchoir, par l'entremise du traître Iago, se retrouve dans les mains d'un prétendant. Et Othello, voyant le mouchoir dans les mains de ce prétendant, croit que sa femme l'a trompé. Et il la tue. Et il se tue. Donc le mouchoir a une très grande importance. Ducis, qui sait qu'il ne peut pas employer le mot mouchoir, emploie le mot, l'expression, pièce de tissu. Othello a donné à son épouse une pièce de tissu brodé. Donc il y a des règles, avec cette idée aussi que il y a des sujets qui sont plus ou moins des sujets et des genres littéraires qui sont plus ou moins nobles, plus ou moins intéressants. Cette période qu'on appellera par la suite la période classique, elle a un intérêt très fort pour l'Antiquité, depuis ce qu'on a appelé la Renaissance, c'est-à-dire le XVIe siècle. On redécouvre l'art antique dans la statuaire, dans l'architecture, dans la littérature. Et donc les personnages auront tendance à être pris dans cette période qu'est la période antique. Andromaque, Bérénice, bon, tout ça ce sont des titres de pièces. Les personnages appartiennent à l'Antiquité. Donc la France, XVIIe, XVIIIe siècle, se définit des règles de ce qu'est le beau, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'on appellera donc le classicisme, les règles classiques. Et toutes ces règles vont continuer à s'appliquer encore au XIXe siècle. Toutes ces règles vont perdurer très longtemps. Simplement, elles vont être au XIXe siècle très durement contestées. Vous avez l'impression que je ne vais pas parler des vampires, mais je vais en parler. Je vais en parler à un moment proche. Il y a un événement littéraire majeur. Et cet événement littéraire majeur, c'est la Révolution française. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il faut vous imaginer que la littérature française fonctionne donc d'une certaine façon en vase clos. Les auteurs écrivent selon des règles qui, au bout du compte, ne sont guère appliquées qu'en France, puisque c'est l'esthétique française. Pendant la Révolution française, donc 1789 jusqu'à, disons, la fin de l'Empire, du Premier Empire, c'est-à-dire 1815, pendant ces 25 années-là, les écrivains, qui, disons-le, pour une très grande partie d'entre eux, sont des aristocrates, parce qu'on ne gagne pas d'argent en publiant des œuvres. C'est l'après-Révolution française qui a défini le droit d'auteur. Donc on ne gagne pas d'argent en publiant des œuvres en général. Donc les écrivains ont déjà une fortune personnelle. Ces écrivains, qui sont-ils ? Eh bien, c'est par exemple Germaine de Staël. C'est la fille de Necker, qui est un des grands ministres de Louis XVI. Elle tient salon, elle reçoit chez elle les écrivains qui discutent de littérature. Germaine de Staël. C'est François-René de Chateaubriand. C'est Benjamin Constant de Rébec. C'est Gilbert de Pixérécourt. Bon, Alfred de Vigny aura-t-on encore par la suite. Bon, les écrivains sont des aristocrates. Et donc, que font-ils pendant les 25 années de la Révolution française ? Eh bien, ils s'exilent. Ils s'exilent pour la grande part en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Et là, en Grande-Bretagne et en Allemagne,
ils rencontrent des écrivains, ils lisent les écrivains étrangers et ils constatent à l'évidence que les pays étrangers ne respectent pas, par définition, les règles françaises. Il y a des très très grands auteurs partout en Europe, et pourtant, les règles qui nous sont imposées, nous, à nous, écrivains français, ces règles ne sont pas appliquées. Alors, pourquoi et comment? Eh bien, ces écrivains comprennent que les règles sont peut-être devenues un obstacle à la production d'une bonne littérature. Et celle qu'il dira pour la première fois de manière très claire, c'est Madame de Staël, justement, Germaine de Staël, dans un ouvrage qui s'appelle De l'Allemagne. Germaine de Staël dira « Les règles sont un obstacle à l'expression du bon goût ». Il faut maintenant que la littérature française s'affranchisse de ces règles strictes que le XVIe, mais surtout le XVIIe et puis le XVIIIe siècle ont imposées à la France. Et ce mouvement de libération, qui va s'accompagner de la définition de nouvelles règles, c'est ce qu'on appelle le romantisme. Le romantisme, c'est la définition de nouvelles règles pour fabriquer une littérature française. Et c'est une littérature qui, pour le coup, va être très influencée par la littérature étrangère et spécifiquement la littérature allemande et la littérature britannique. On va découvrir en Grande-Bretagne Shakespeare et on va adorer. Enfin, les romantiques vont adorer. Parce que les classiques, eux, ils détestent. On va découvrir surtout un auteur de romans qui s'appelle Walter Scott. On ne lit plus, nous, Walter Scott, mais il a écrit un texte qui a été très très lu. C'est Ivanhoé. Ivanhoé, c'est l'histoire de Robin des Bois. Ivanhoé est un chevalier du roi, Richard Cœur de Lion. Le roi est prisonnier, fait prisonnier par l'empereur d'Autriche, et Ivanhoé revient en Grande-Bretagne pour récolter la rançon. Et comme le frère du roi ne veut pas donner cette rançon, c'est un bandit qui s'appelle Locksley, donc Robin des Bois, qui va aider à la constituer. Bon, c'est un très grand auteur de romans, Walter Scott. Surtout, c'est un auteur de romans historiques. Et les romantiques vont comprendre qu'en fait, il faut abandonner l'Antiquité. Il faut désormais faire un roman qui ne prend plus pour sujet les empereurs romains, mais qui prendra comme sujet l'histoire de France. Ça deviendra avec Dumas les Trois Mousquetaires, ça deviendra avec Victor Hugo Notre-Dame de Paris. Walter Scott, Shakespeare, d'un autre côté pour l'Allemagne, Goethe, qui pour le coup est encore vivant, qu'ils ont rencontré, Schiller, un auteur de pièces de théâtre, ou Hoffmann, un auteur de récits fantastiques. Nos écrivains français, ils reviennent en France, et ils reviennent en France avec une nouvelle pensée de la littérature. Et cette nouvelle pensée, la première génération romantique, celle qui a connu l'exil, va essayer plutôt de la faire connaître en traduction, en traduisant Scott, en traduisant Shakespeare, en traduisant Hoffmann, en traduisant Schiller. Et l'insuccès sera total. L'insuccès sera total. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une grande résistance des milieux littéraires français. Alfred de Vigny, par exemple, traduira Othello, emploiera le mot mouchoir,
et ça fera un scandale énorme, énorme. Benjamin Constant de Rébec traduira Schiller, et dans la préface, il dira « Pour me confronter au goût français, j'ai dû changer chaque scène, faire des transformations partout. » On a donc une très forte résistance. C'est la génération qui suit, les auteurs qui sont nés vers 1800, 1799, Balzac, 1802, Victor Hugo, Alexandre Dumas, 1803, Prosper Mérimée. C'est cette génération-là qui commencera à écrire dans les années 1820 et qui va véritablement produire les premières très grandes œuvres romantiques. C'est en 1825 Mérimée qui va produire des pièces de théâtre sous le titre global du théâtre de Clara Gazzoul, qui contreviennent à toutes les règles classiques. C'est en 1829 Alexandre Dumas qui va produire un Henri III et sa cour, dans laquelle on va proposer une vision des rois comme étant des rois fainéants, qui jouent au bilboquet, qui se préoccupent de comment ils s'habillent et non pas des affaires de l'État. C'est deux œuvres de Victor Hugo majeures, 1827, Cromwell, dans lequel on va valoriser un homme qui a guillotiné le roi. 1827, nous sommes sous un roi, nous sommes sous la monarchie en France de nouveau. Mais il y a une préface qui va avec Cromwell, dans laquelle Victor Hugo va définir toutes les nouvelles règles d'écriture du romantisme. Et puis surtout, c'est Hernani, 1830, qui va être joué et provoquer un énorme scandale. Pourquoi ? Eh bien, pour prendre quelques exemples, dans la scène 1 de l'acte 1, le roi d'Espagne, qui veut surprendre un homme qu'il pense amoureux de la même jeune fille que lui, se cache dans un placard. Un roi qui se cache dans un placard. C'est contraire à cette bienséance de statut social. Vous êtes roi, vous ne vous cachez pas dans un placard. Et donc ça fait un scandale. Il y a des scandales sur la versification. Au lieu d'avoir des vers qui, selon le bon goût français, se coupent au bout de la 6e syllabe, Victor Hugo aimera plutôt les vers qui se couperont au bout de la 4e. Il dira « J'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin ». C'est un vers de 12 syllabes, un alexandrin. J'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin. Mais au lieu qu'il fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien il fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Heureux qui comme Ulysse, c'est du Dubélé. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, et comme c'est celui-ci qui conquit la toison, est retourné, je ne me rappelle plus de la suite, plein d'usage et raison, vivre entre les siens le reste de son âge. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est comme ça que ça doit rimer, c'est comme ça que ça doit fonctionner, un alexandrin classique. Victor Hugo, lui, le fait fonctionner en rythme ternaire, donc scandale. Scandale à tel point que tous les soirs, le public vient avec des sifflets, avec des trompettes, avec des appos à oiseaux, pour faire du bruit, pour qu'on n'entende pas les acteurs, avec des clés, et ils tapent sur les rambardes métalliques avec leurs clés. Victor Hugo dira « Chaque soir, on siffle chaque vers ». Le résultat d'ailleurs, c'est qu'il il donne chaque soir la moitié des places gratuites à ses amis, pour pouvoir faire contrepoint à ces auteurs classiques qui protestent. Donc nous avons deux façons de faire de la littérature qui s'opposent, et qui s'opposent très très violemment. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce sont les classiques qui gagnent. En 1843,
après 20 ans de combat, chaque camp va désigner un chef qui va produire une œuvre. Et on va voir ce qu'on va voir. C'est Victor Hugo qui va écrire une pièce qui s'appelle Les Burgraves, et c'est Judith Gay de Girardin qui, pour les classiques, va produire une pièce qui s'appelle Judith. Chacun joue sa pièce, et puis le public va massivement voir Judith, la pièce classique. Et la pièce de Victor Hugo est un four. La presse l'appellera les buses graves ou les barbus graves, détournant le nom qui est Burgrave, qui est le nom de la famille dont il est question. Il y a donc un échec romantique à s'imposer dans le panorama littéraire, au théâtre. Et les auteurs romantiques vont donc réfléchir à la manière qu'ils pourraient avoir de trouver des genres littéraires autres que le théâtre dans lesquels ils pourraient avoir domination, prédominance. Ce sera le roman. Les auteurs classiques n'aiment pas spécialement le roman. Eux développeront le roman. Et qui sont les grands auteurs classiques? Eh bien, ce sont plutôt des auteurs de théâtre. Si je prends à l'époque de Louis XIV, eh bien, c'était Corneille, Racine, Molière. Au XIXe siècle, ce sont plutôt des poètes ou des auteurs de théâtre. Les romantiques, eux, produiront du roman. C'est Alexandre Dumas, c'est Balzac, c'est Stendhal, c'est Alexandre Dumas, c'est Victor Hugo, bien sûr. C'est là qu'ils triompheront. Mais ils vont triompher aussi ailleurs. Ils vont triompher dans un endroit inattendu. C'est dans un genre que la littérature française développait que très très marginalement, qui est la littérature fantastique. Alors effectivement, en France, la littérature fantastique était très embryonnaire. On appelait ça des arabesques, ou on appelait ça des fantaisies. Qu'est-ce que c'est qu'une arabesque? Eh bien, c'est un terme d'architecture. C'est des entrelacements de feuilles, comme l'architecture arabe faisait. Je vous rappelle que l'islam est non figurative, elle n'aime pas les reproductions humaines. Donc il y a beaucoup de motifs floraux. Des arabesques, c'est donc des feuilles sculptées, comme on en trouve dans les monuments d'inspiration musulmane, arabo-musulmane en général, telle que l'architecture s'est exprimée par exemple en Andalousie ou en Espagne en général. Pourquoi est-ce qu'on appelle les textes fantastiques des arabesques? Eh bien parce que on connaît un seul grand texte d'obédience ou d'inspiration orientale, c'est les Mille et une nuits. Les Mille et une nuits, c'est un texte qui a été pour la première fois traduit en français en 1704 par un ancien attaché d'ambassade à Constantinople qui s'appelait Galland. Et donc on connaît les Mille et une nuits, on sait que dans les Mille et une nuits, il y a des djinns, il y a des sorciers, il y a des transformations, il y a Aladdin, il y a Sinbad, il y a Ali Baba. Bon, tout un ensemble d'histoires surnaturelles. Donc on appellera les textes fantastiques des arabesques parce qu'il s'y passe des choses impossibles comme dans les Mille et une nuits. Et l'autre terme qu'on employait, c'est fantaisie. Alors fantaisie, pour le coup, c'est un terme de musique. Une fantaisie, c'est un terme musical qui désigne un morceau qui joint de manière assez hétéroclite des notes, qui joint des morceaux assez peu faits pour être ensemble. Alors pourquoi est-ce que les textes fantastiques, on les appelle des fantaisies? Eh bien parce qu'évidemment, ils joignent ces textes. Le possible et l'impossible, l'anormal et le normal, le réel et l'irréel, le naturel et le surnaturel.
deux éléments qui sont un peu difficilement joignables. Donc dans la période classique, on a des auteurs fantastiques qui usent de la chose surnaturelle, mais le terme qu'on emploie génériquement pour tout ça, c'est des termes empruntés à l'architecture, arabesque, ou empruntés à la musique, fantaisie. D'ailleurs, encore au XIXe siècle, un auteur comme Hoffmann écrivait des fantaisies, et un auteur comme Edgar Poe écrira des arabesques. Simplement, les auteurs romantiques conçoivent que dans ce genre-là, il y a finalement très peu de concurrence. Parce que les classiques n'y ont pas donné toute leur puissance créatrice. C'est donc en quelque sorte un genre assez vierge. Et ils vont tous s'engouffrer dans ce genre fantastique. Ils vont lui donner son nom en 1827, dans la préface qu'ils vont faire d'une traduction d'Hoffmann. On parlera donc désormais de genre, et c'est un genre qui ne contiendra finalement que des auteurs romantiques. Des noms. Alors voilà. En 1820, Charles Nodier écrit un essai qui s'appelle Du fantastique en littérature. Eugène Scribe, 1820, écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Le Vampire. 1820, encore un vampire par Charles Nodier. 1820, Cyprien Bérard écrira un vampire, un roman cette fois-ci. Alexandre Dumas, en 1851, fera encore une pièce de théâtre qui s'appellera Le Vampire. On aura des pantomimes, Pierrot Vampire. Berlioz, 1830, la symphonie fantastique. 1830, Musset, la revue fantastique. 1839, George Sand, essai sur le drame fantastique. Nous aurons en 1936 La morte amoureuse de Théophile Gautier. Nous aurons encore en 1937 La Vénus d'Île de Mérimée, un texte fantastique. Nous aurons toute une production très très importante de ces textes qui vont mêler possible et impossible. Le genre fantastique, ça devient une sorte de cheval de bataille du romantisme, puisque nous, auteurs romantiques, nous n'arrivons pas à triompher dans le panorama littéraire. Eh bien, nous allons développer deux genres où finalement vous autres, les classiques, vous n'êtes pas. C'est d'un côté le roman et d'un autre côté cette littérature fantastique. Et de fait, le personnage du vampire devient, dans ces conditions-là, très intéressant pour les auteurs romantiques. Pourquoi ? Alors encore un peu d'histoire littéraire, en un mot cette fois-ci. J'ai dit tout à l'heure que les romantiques fabriquent leurs vers différemment, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, qu'ils abandonnent la bienséance, qu'au sonnet, une forme poétique très courte, ils préféreront les grandes épopées de plusieurs centaines de vers, la légende des siècles de Victor Hugo par exemple. Mais ils ont aussi de grands thèmes et de grandes créations qui leur sont propres. Parmi les grands thèmes, ils vont abandonner les personnages antiques au profit des personnages historiques. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est la naissance du roman historique. Et ils vont définir une nouvelle façon de concevoir le héros de la littérature. C'est ce qu'on appellera le héros romantique.
Celui qui va mettre les pieds dans le plat, en quelque sorte, c'est Victor Hugo en 1827. 1827, dans un texte qui fait préface à sa pièce de théâtre Cromwell. C'est donc dans la préface de Cromwell que se définira la nouvelle façon de créer un personnage. Alors que les personnages classiques sont plutôt monolithiques, on ne les voit que pendant 24 heures de leur vie, alors qu'ils ont une passion très centrale, une préoccupation très centrale et unique, puisqu'on les voit pendant un temps très limité. Les personnages romantiques, eux, nous les verrons pendant une période de temps beaucoup plus grande. Et le principe de création, ce sera de voir non pas des individus monomaniaques, avec une seule idée en tête, mais de saisir au contraire dans ces personnages leur humanité. Et qu'est-ce que c'est que l'humanité pour Victor Hugo? Eh bien, d'une certaine façon, c'est la schizophrénie. C'est un peu dur de le dire comme ça, mais en tout cas, c'est l'idée que nous sommes en permanence tiraillés entre des passions contraires. Nous sommes des créatures en opposition. Victor Hugo prendra un certain nombre d'exemples. Il dira: le juge, avec son stylo, sa plume, signe l'arrêt de condamnation à mort d'un individu, et une minute après, avec cette même plume, pour rire, il jettera de l'encre sur son secrétaire. Grand événement, la condamnation à mort. Petite préoccupation, rigoler avec son secrétaire. Le haut, le bas, le grand, le petit, le fort, le faible, le beau, le laid. Nous sommes en permanence entre ces deux grandes tensions. Autre exemple de Victor Hugo, Jules César qui triomphe dans Rome, sur son char, la foule l'acclame partout, il a peur de tomber du char. C'est le moment de triomphe, et pourtant c'est une petite préoccupation qu'elle a maintenant. Autre exemple, la reine condamne à mort son adversaire et retrouve son amant dans son lit. L'état, la vie privée. Et donc les personnages romantiques, ils ont tous cette particularité-là d'être tiraillés entre deux contraires. Qui? Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Il est revenu pour se venger, mais il est encore amoureux de Mercédès. Il est comte, haute société, mais il gère les bas-fonds pour se venger. C'est dans les mystères de Paris d'Eugène Sue, le prince de Gerolstein. Il est prince, mais il se déguise en ouvrier pour aller rendre la justice dans les rues parisiennes. Il rend la justice, mais lui-même a tenté de commettre un parricide. C'est Jean Valjean. Il est chef d'entreprise, il est maire, il est riche, il est bourgeois. Mais parallèlement, il est bagnard, il est en fuite, il est jardinier dans un couvent. Il est déguisé lui aussi en ouvrier pour aller sur les barricades dans la Révolution de 1830. Donc le personnage romantique, il est tiraillé. Hernani, dont je parlais tout à l'heure, pièce de Victor Hugo de 1830, fait scandale aussi, parce que le héros est duc et grand d'Espagne, mais il est aussi bandit. Bandit qui tente de tuer le roi d'Espagne. Éclatement, donc, moral, philosophique, social, entre les extrêmes. Quasimodo, Notre-Dame de Paris. Il est beau intérieurement, il a une grande âme, mais il est extrêmement laid. Éclatement de l'individu. Victor Hugo dira d'ailleurs, pour qualifier son personnage, quelque chose d'intéressant, c'est que le personnage est entre ombre et lumière.
il n'est pas dans le gris, il est dans les extrêmes, il est ombre et lumière. Alors vous voyez que quand les romantiques vont découvrir ce personnage du vampire, ce personnage va tout à fait coïncider avec ce qu'ils veulent faire littérairement. Parce que le vampire, il est entre la vie et la mort. Le cercueil et la rue. Il est entre le bien et le mal. Il est amoureux et destructeur. Entre aussi, pour certains, le jour et la nuit. Donc le personnage du vampire, je vous ai fait une petite liste tout à l'heure, on en a plein dans la littérature. La morte amoureuse de Théophile Gautier, 4 œuvres qui s'appellent Le Vampire, un roman de Bérard, 3 pièces de théâtre de Naudier, Scribe et Alexandre Dumas. On en a absolument partout. Pourquoi ? Eh bien parce que ce vampire incarne ce qu'est l'essentiel du personnage romantique. Mais pour ça, il faut quand même changer un certain nombre de critères, parce que vous comprenez bien qu'un paysan d'Europe centrale, ça ne fait pas beaucoup rêver les salons parisiens français. Et donc on va modifier très substantiellement les caractéristiques du vampire d'Europe centrale. Première modification, ce sera un noble. Il sera comte. Mais ce comte, qui gérera donc la haute société, il aura aussi accès au bas-fond, pour être éclaté. Il commandera aux créatures surnaturelles de seconde zone, les ghouls, les animaux, les loups, les araignées. Haute société, bas-fond. Il aura tout un ensemble d'aspects typiques du héros romantique. Il aura par exemple un regard fascinant. Il aura un très grand charisme. Mais parallèlement, il fera peur. Attrait, répulsion. Il aura une opposition qu'il n'avait pas du tout avant entre l'amour et la haine. Pour être un héros, il faut être amoureux. Donc il séduira des jeunes filles parce qu'il en sera amoureux, mais sa nature vampirique fera qu'il sera obligé de les mordre, de les tuer, pour survivre. L'amour, la haine, la vie, la mort. Et puis une caractéristique qui est logique dans cette direction-là, c'est que ce vampire, il vivra le jour. Quand vous êtes un personnage et que vous ne vivez que la nuit, ça limite quand même beaucoup vos capacités d'action dans une histoire. Donc le vampire, eh bien, il sera diurne, il vivra le jour. On change cette caractéristique ici. On passe d'un paysan qui intervient dans les rêves, depuis son cercueil, dans les traditions orientales, à un aristocrate qui hante les salons et qui a toutes les caractéristiques de Monte Cristo par exemple, ou de Jean Valjean même, cette opposition interne que possèdent tous les personnages romantiques. Le premier texte date de 1818. Il est l'œuvre d'un Britannique qui s'appelle Polidori. Polidori qui écrit avec... il est médecin, Polidori, et il écrit avec son patient essentiel, principal, cette nouvelle qui s'appelle Le Vampire, qui s'appelle Byron, Lord Byron, fameux auteur romantique britannique. Et il écrit ce texte dans un cercle littéraire particulier. Il est en vacances avec donc Byron et aussi avec un couple d'écrivains qui sont les Shelley. Percy et Marie Shelley, je prononce à la française, Percy Shelley. Bon, donc ils sont 4
Et tous les quatre vont produire un texte. Byron et Polidori vont écrire Le Vampire pendant leurs vacances en Suisse. Mary Shelley va écrire Frankenstein. Et Percy Shelley va écrire Prométhée enchaîné, un poème qui illustre ce qu'est la poésie britannique, romantique. Donc une naissance un peu particulière, et dans ce texte apparaît un nom, le nom du vampire. Il s'appellera Ruthven. Ruthven, c'est le nom d'un clan écossais. Et ce Ruthven, ce comte Ruthven, ce lord Ruthven, c'est le premier nom que va posséder le vampire dans toute la littérature occidentale pendant 50 ans. Une remarque, l'imaginaire romantique, il est fait aussi de lieux. Les romantiques, ils aiment certaines régions. Et parmi les régions qu'ils aiment, il y a l'Écosse. Pourquoi ? Parce que certains y ont été en exil pendant la Révolution, surtout parce que l'Écosse, c'est la terre natale de Walter Scott. Et ils aiment Walter Scott, les romans de Walter Scott, donc ils aiment l'Écosse. Naudier, par exemple, a fait tout un ensemble de textes très curieux dans lequel il compare l'Écosse à la Franche-Comté. Résultat, le vampire aura un lieu d'existence qui sera l'Écosse. Lord Ruthven, il est écossais. Mais ils aiment aussi d'autres lieux. L'Espagne. Il y a tout un ensemble de textes espagnols dans le romantisme. Ce serait trop long d'en faire la liste. Cherchez Espagne et romantisme et vous verrez sur Internet ce que vous trouvez. Théophile Gautier, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Mérimée, tous ont produit des textes sur l'Espagne. Le vampire, eh bien, on le verra aussi, Lord Ruthven, voyager en Espagne. Et puis, ils ont un tropisme grec aussi. Ils ont un intérêt pour la Grèce. Vous savez que Lord Byron mourra d'ailleurs lorsqu'il s'engagera aux côtés de l'armée grecque pour lutter pour la libération de la Grèce, qui, alors, à cette époque-là, était encore un protectorat, une domination turque. Donc Byron meurt les armes à la main en essayant de libérer la Grèce. Et Ruthven, on le verra très souvent en Grèce aussi. Oui, d'un phénomène d'Europe centrale qui ne dit rien à personne. Les romantiques font un phénomène romantique qui s'illustrera dans les lieux romantiques. Les salons de l'aristocratie, l'Espagne, l'Écosse, la Grèce. Il y a donc entièrement réécriture, transformation. On garde le mort qui boit du sang, mais on lui donne un sens et une apparence. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que quand le romantisme revient en force, le vampire revient lui aussi. Le romantisme, c'est donc les années 1820-1840. Il y a une grande période de déclin par la suite, les auteurs sont vieillissants aussi. Mais il va revenir ce courant romantique de manière très puissante à la fin du XIXe siècle, dans les années 1897. Ça donne pour nous des auteurs et des œuvres comme par exemple les œuvres d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac par exemple, une pièce de théâtre dans laquelle le héros a un énorme nez, il est très laid, mais il est prodigieusement poète. L'opposition, laideur extérieure, beauté intérieure. Et c'est en 1897, alors que nous sommes dans toute l'Europe dans une nouvelle flambée de romantisme, c'est-à-dire cette réapparition du personnage en opposition, écartelé, que se publie le texte qui va réactiver le vampire, qui est Dracula de Bram Stoker. Quand le romantisme est apparu, il a défini une forme du vampire qui lui coïncidait, qui lui allait bien.
Et quand le romantisme réapparaît à la fin du XIXe siècle, eh bien le vampire ressurgit lui aussi. Et le comte Dracula va supplanter le comte Ruthven sur le XXe siècle. C'est lui qui va dominer la danse. C'est Dracula qui va devenir l'incarnation du vampire. Et pourtant, il hérite entièrement de ce vampire romantique. Il est affreux et hypnotique. Il est la nuit, le jour, il est la vie, la mort, l'amour, la mort. Il est particulièrement en opposition. Et dans les années 1970, 60-70, lorsque nous aurons de nouveau une grande flambée romantique, le vampire va de nouveau réapparaître. Alors pourquoi est-ce que je dis que dans les années 1960, nous avons une flambée romantique? Eh bien, c'est tout simplement par le fait que le héros romantique est revenu. Faisons une petite comparaison et un détour cinématographique, si vous le voulez bien. Parlons de western. Qu'est-ce que c'est le western des années 50? C'est John Wayne. C'est Ford, comme réalisateur. Quelques autres. John Wayne, il est shérif. Il est colonel. Il est grand fermier. C'est un personnage très monolithique, qui combat un mal très défini. Les sudistes, les Indiens, les Mexicains, Bon, il est le bien, les autres, c'est le mal. Qu'est-ce que c'est que le western des années 70? C'est Sergio Leone. C'est le bon, la brute et le truand. Lequel est le bon là-dedans? Ils sont tous bons. Ou ils sont tous pas bons, mais le héros n'est plus cette figure monolithique. C'est la horde sauvage de Sam Peckinpah. Arrive dans une ville des militaires, fonction référentielle, et en fait, c'est des bandits déguisés qui viennent attaquer la banque. Et arrivant dans la ville, il y a tout un attroupement de petits enfants blonds, des petits anges qui sont là, en train de regarder quelque chose. Et le héros s'approche, et en fait, ils ont mis dans de la paille des scorpions qu'ils sont en train de faire griller. Les petits anges ne sont pas du tout des petits anges. Et c'est un bandit qu'on emploiera pour aller pourchasser les bandits et les éliminer. Ça finit dans un bain de sang. Nous sommes dans ces années 60-70, nous sommes dans un retour très fort du héros romantique. À savoir l'individu qui n'est pas l'incarnation du bien, du vrai, du juste, du monolithisme, mais qui est un personnage éclaté, opposé entre le bien et le mal. C'est Anne Rice dans la littérature romantique, avec Lestat le vampire, Lestat qui a des problèmes, et surtout son compagnon Louis, qui a des problèmes d'identité, qui ne sait pas s'il est humain ou pas humain, vampire ou pas humain, et qui de surcroît aura une caractéristique assez inattendue, c'est que il sera à la fois plutôt bisexuel, ce qui pour un héros à la John Wayne aurait été tout à fait impossible. Il y a donc des périodes dans l'histoire récente, 19-20e siècle, au cours desquelles s'est définie une forme de personnage particulier, qui est le personnage qui est écartelé entre des passions contraires. Et quand ces périodes, qui sont des périodes romantiques, ressurgissent, eh bien ressurgissent les personnages de vampires, ou les œuvres vampiriques. Alors, j'arrête là pour cette séance. Nous en aurons encore quelques autres. L'essentiel de cette séance était donc de montrer que d'un phénomène d'Europe centrale, on va passer à un phénomène littéraire qui gardera l'essentiel, un mort buveur de sang, mais qui transformera la totalité du reste
pour en faire un personnage en adéquation avec une esthétique particulière de la littérature. On aime les œuvres dans lesquelles il y a un personnage qui vient plutôt d'Écosse, d'Espagne, de Grèce, le vampire viendra de là. On est dans une époque où l'aristocrate a tout pouvoir, il sera aristocrate. On est dans une époque où on aime les personnages en lutte, internes comme externes, qui gèrent les bas-fonds comme les hautes sociétés, qui alternent l'ombre et la lumière, la violence et l'amour. Le vampire sera comme cela. On passe d'un paysan qui intervient dans les rêves de ses voisins à un comte qui règne sur les salons parisiens, londoniens et autres. Le vampire est donc redessiné, et il est redessiné parce qu'on a des esthétiques, des options, des figures, des orientations littéraires propres à ce 19e siècle. Au revoir à tous.